puisque les femmes sont le plus confrontées à ce type de comportement. Donc, le ressenti global des femmes à l'égard du monde du travail est un ressenti d'inquiétude, voilà, c'est pas un ressenti forcément d'agressivité, mais au moins d'inquiétude. Et puis, le ressenti de leurs compétences est aussi un ressenti qui est négatif pour elles. Et tout cela, tout ce qu'on peut dire à cet instant, qui peut concerner globalement le monde du travail, est exacerbé dans tous les mondes qui sont non mixtes, ou qui sont les moins mixtes, et tous les mondes dans lesquels l'industrie, les technologies, les sciences sont les disciplines qui sont celles à la fois des études et de l'activité professionnelle. Et c'est pour ça que j'observe aussi, et c'est quelque chose qui est extrêmement troublant, qui est même un peu démoralisant parfois, c'est que des écoles comme la vôtre, ou Polytechnique par exemple, sont des écoles qui déjà, depuis longtemps, ont pris conscience de la nécessité de féminisation, et globalement, malgré cette prise de conscience, vous plafonnez un maximum qui... voilà, l'étape suivante, la courbe n'est pas linéaire, n'est pas ascendante de manière régulière. Il y a eu un petit palier de franchi, et puis depuis, on est sur un plateau, et ça ne bouge pas. Donc tout cela est extrêmement préoccupant. Malheureusement, la ministre que je suis, chargée des droits des femmes, et qui peut effectivement faire voter des lois, prendre des décrets et lancer des plans d'action avec des mesures et des budgets, et se sent un peu dans la limite de son pouvoir, puisque je peux toujours faire voter une loi en disant dorénavant l'égalité est obligée dans les écoles, à moins de mettre un système de quotas à l'entrée, ce qui est, je reconnais, parfois un peu compliqué. Sinon, je peux aussi dire je vais prendre des mesures pour, mais je mesure la limite de cette action. Et la limite de l'action, elle est dans le fait que ce à quoi on est confronté n'est pas dans l'exprimer, n'est pas dans l'objectiver, n'est pas dans l'assumer, et n'est pas dans ce qui est explicite. La limite de l'action, elle est qu'on se heurte à quelque chose d'invisible et d'implicite qui, pour moi, est le sexisme. Et ce sexisme qui fait que la société, ou des micro-sociétés comme la vôtre, résistent somme toute fort bien, à la fois au consensus au moins apparent sur l'égalité entre les femmes et les hommes, aux lois. En France, on a un bel arsenal législatif depuis en gros 40 à 50 ans, une loi sur l'égalité professionnelle, une loi sur l'égalité salariale, une loi sur la parité en politique, des plans permanents dans un certain nombre d'entreprises pour préparer la mixité des métiers, des engagements sur lesquels on a déjà du recul, et malgré tout ça, l'impression que quelque chose est bloqué, qu'on se heurte. Alors on peut l'appeler le plafond de verre quand ce sont les femmes qui franchissent les différents échelons d'une vie professionnelle, jusqu'au moment où elles se disent mais je me tape dans quelque chose que je ne vois pas, c'est le plafond de verre. Il y en a qui appellent le plafond de mer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la compatibilité entre vie familiale et vie professionnelle va peser sur les épaules des femmes et modifier leur projet de carrière. Et l'idée, la représentation qu'elles se font de leur vie professionnelle, je suis frappée de voir des jeunes filles qui sont objectivement l'élite de la France de demain. Elles peuvent être chez vous ou à l'ENA, et qui, quand on leur demande à quel métier vous vous destinez après des études d'excellence, et qui répondent je cherche un métier qui va être compatible avec ma vie familiale. Le critère à 22-23 ans, chez des jeunes femmes qui parfois n'ont même pas encore trouvé le papa qui va être celui avec lequel elles vont construire leur vie familiale, est déjà celui de la compatibilité et du réajustement de leur projection dans leur vie professionnelle en fonction de la contrainte de la vie familiale. Ce qui révèle deux choses graves. La première, c'est qu'elles ne comptent pas sur le conjoint pour affronter leur vie professionnelle, et elles ne comptent pas non plus sur l'entreprise pour s'organiser en fonction du fait que les jeunes femmes salariées sont souvent aussi des mères de famille.
Et elle ne compte pas non plus sur le fait que l'entreprise va permettre au conjoint, au papa, qui sera lui aussi salarié, d'organiser sa vie professionnelle en fonction du fait qu'il est un papa. Donc, il y a déjà quelque chose d'intériorisé qui est extrêmement lourd, à mon sens, et qui va réduire les ambitions de ces jeunes femmes. D'ailleurs, dans toute profession confondue, 40% des femmes disent réenvisager, réadapter leur projet professionnel au moment de l'arrivée d'un enfant, pour moins de 10% des hommes. Et j'insiste là-dessus parce que d'abord, c'est un peu la cohérence de mon portefeuille ministériel qui avait pu surprendre femmes, famille, enfance. Mais la politique familiale n'est pas dissociable, à mon sens, aujourd'hui, de la politique d'égalité des droits entre les femmes et les hommes. Et une politique familiale peut être, si elle est neutre, elle peut accroître les inégalités, ou si elle est engagée en faveur de l'égalité femmes-hommes, elle peut contribuer à les résoudre. C'est tout ce que nous avons en France et que nous continuons de développer, qui concerne les modes d'accueil des jeunes enfants, puisqu'on sait bien qu'entre 0 et 3 ans, la question du mode d'accueil est déterminante. Et je parle de ça parce que j'ai une inquiétude sur l'avenir. Si on me demandait comment je vois les choses évoluer, il est incontestable que la réussite scolaire et l'enseignement supérieur des filles ne peut pas rester sans résultat. Forcément, les filles vont rentrer encore davantage dans les métiers à responsabilité. En même temps, je suis inquiète de deux profils. Je crains que dans une quinzaine d'années, on constate que les femmes en fait auront fait le choix entre la vie familiale ou la vie professionnelle. C'est-à-dire qu'on aura des femmes qui mèneront des carrières remarquables et qui arriveront à conquérir une réelle égalité professionnelle en termes de responsabilité, de management, de salaire, mais au prix d'un renoncement à la vie familiale, et à côté, des femmes qui, elles, auront fait le choix de la vie familiale et des enfants, et qui auront revu à la baisse leurs ambitions en matière de vie professionnelle en faveur de leur choix familial. Et là, si on va vers ça, ce que j'invite un peu aujourd'hui, on aura d'abord un trompe-l'œil sur l'égalité femmes-hommes dans la vie professionnelle, qui sera incarné par ces femmes modèles, mais qui ne seront pas des femmes modèles pour celles qui réussissent tout. Et l'inégalité en matière de vie professionnelle tient quand même au fait que les hommes ne se posent pas cette question en termes d'alternative. Est-ce que vous préférez avoir un enfant ou un bon job? Je le sais d'autant plus que moi, en tant que responsable politique, on m'a demandé 100 fois, le nombre d'interviews, je ne les compte plus, un peu moins maintenant parce qu'on soupçonne que mes enfants sont plus en bas âge, mais quand j'étais plus jeune, on m'a demandé 100 fois, et alors, comment vous faites avec les enfants? Alors, vous êtes responsable politique, vous êtes élu, vous avez la responsabilité, et les enfants. Sous-entendu, est-ce que vous les abandonnez le matin, cruellement, ou est-ce qu'ils sont délinquants, je sais pas. Mais vous avez posé la question à mon collègue, ou à mon... voilà, est-ce que... Non, parce que c'est pas une question que pour les femmes, les hommes aussi ont des enfants. Et on ne leur pose jamais cette question-là. C'est pourquoi? Parce que les hommes politiques ont souvent des femmes qui font l'intendance, et qui assurent l'intendance et la gestion du quotidien. Mais voilà, je ferme cette petite parenthèse sur les familiales, mais je pense qu'on ne peut pas dissocier tous ces sujets, et que la responsabilité aussi des formations comme les vôtres, ou des industries, des entreprises dans lesquelles vous allez être recrutés, c'est aussi de rassurer les femmes sur le fait que l'entreprise sait qu'une femme est aussi une mère de famille à un moment de sa carrière. Deuxième remarque sur la question du sexisme, pour revenir au choix qu'on a fait, qui a été celui de lancer un plan contre le sexisme, et donc on ne peut pas faire une nouvelle loi. Et ce plan, on l'a lancé à la fois avec la société déjà mobilisée, c'est-à-dire les organisations féministes traditionnelles, mais aussi tous les réseaux de femmes, parce qu'une fois qu'on a décrit ce paysage un peu inquiétant sur l'égalité femmes-hommes, il faut montrer deux choses, c'est que les femmes ont déjà commencé à s'organiser, et Grandes Écoles au féminin en est une preuve, Centrale au féminin en est une autre preuve. Dans tous les milieux où les femmes sont confrontées à la difficulté de franchir les paliers supplémentaires de l'égalité, elles se sont organisées pour se faire identifier, se faire entendre et s'organiser en réseau. Et donc, ce plan, il a pour vocation rendre visible ce qui est invisible. Qu'est-ce qui est invisible? Le sexisme.
Le sexisme, c'est cet ensemble de stéréotypes, de comportements, d'attitudes qui visent à délégitimer les femmes, à les déstabiliser dans leur représentation de l'égalité, à leur faire douter en fait leur place, eh bien, celle qu'elles sont en train de conquérir, et non pas celle qu'elles ont laissée derrière elles, c'est-à-dire la cuisine et le domestique. Et cet ensemble de codes collectifs, parfois reproduits de manière parfois volontaire, mais parfois de manière agressive. Les emails dont vous faisiez état il y a un instant, ce n'est pas la reproduction involontaire des stéréotypes de genre, c'est la réaction agressive d'individus qui se sentent déstabilisés eux-mêmes par l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, rendre visible cet individu, rendre visible le sexisme pour les femmes, qui souvent ne savent pas elles-mêmes comment qualifier, comment nommer ce qu'elles vivent. C'est-à-dire qu'on a toute tendance, quand on est confronté à un quart d'heure de sexisme, de penser que c'est nous qui l'avons provoqué, et la réaction des femmes, c'est de se regarder les pieds à la tête dans les langues. La jupe est trop courte, est-ce que c'est trop profond, est-ce que l'attitude est trop provocante, qu'est-ce que j'ai fait pour provoquer ça? Et le fait de nommer le sexisme, ça permet à toutes les femmes de se dire, en fait, c'est pas moi, c'est juste parce que je suis une femme que j'ai utilisé des commentaires désagréables ou des attitudes que je n'avais pas souhaitées. Donc ça, c'est important parce que dès lors qu'elles se déculpabilisent sur leur propre action, sur leur propre comportement, ça leur permet d'affronter le sexisme et ceux qui l'exercent à leur rencontre avec beaucoup plus de force et avec la force que donne le collectif d'un certain point de vue. Voilà, c'est pas moi, le problème c'est lui, c'est moi qui me parle, et lui c'est un macho, il faut remettre à sa place. Deuxième intérêt de nommer le sexisme et de dévoiler, c'est que, faisons le pari optimiste, que dans le plus grand nombre de cas, celui ou celle qui reproduit le sexisme, c'est ça aussi, le font de manière involontaire, et qu'en faisant comprendre l'impact d'un certain comportement et propos, on va amener la société à réfléchir collectivement et donc à s'auto-réguler en matière de sexisme. Premier objectif de cette campagne, j'ai évoqué il y a un instant, c'est des femmes modèles, mettre en valeur la création, la part des femmes dans la création, intellectuelle, économique, scientifique, culturelle, sportive, puisque ce qui est invisible, c'est pas simplement le sexisme, mais aussi la part des femmes dans l'histoire, dans la création de richesses et dans le quotidien. La création de richesses, il y a plus d'invisible, étant bien entendu celle que les femmes voient dans le quotidien domestique de la vie familiale et de la vie à la maison, qui là est non identifiée et jamais reconnue. Pourtant, les choses un peu, alors, c'est pas tant, je parle sur la inégale répartition femmes-hommes sur les tâches ménagères et que les 70% de tâches ménagères sont par les femmes et 30% d'hommes sont en général toujours dans la femme. Et quand je dis qu'il y a 6% des hommes qui sont là, c'est pas de chance, 6% sont là et ils revendiquent leur part dans la lessive, ou alors ils revendiquent aussi la part des hommes dans le bricolage et la mécanique. Une fois, je me suis rendu compte que globalement, on ne bricole pas, on ne fait pas de la mécanique tous les jours, mais on mange, on fait du frigidaire et on s'habille du linge tous les jours, chaque jour, et que donc la répartition entre les tâches ménagères n'est pas très équitable en termes de prise en charge quotidienne. Et donc, rendre visible la part des femmes à la création, et puis enfin, on peut aussi également rendre visible les femmes que vous êtes, c'est-à-dire celles qui ont commencé à s'organiser et qui promeuvent l'égalité entre les femmes et les hommes, parce que j'ai la conviction que dans toute une série de milieux, l'évolution viendra du milieu lui-même. On ne peut pas décréter la fin du sexisme chez les ingénieurs parce que je ne suis pas ingénieur, je n'y travaille pas, et seules les femmes qui sont à l'intérieur et les hommes sympathisants de la cause peuvent faire évoluer de l'intérieur des différents groupes de société qui sont la diversité des métiers ou des branches d'activité. Voilà, ça c'est le plan de lutte contre le sexisme. Pour être encore plus explicite, l'idée c'est pendant 6 mois, 200 jours,
de saturer l'espace public et médiatique à propos du sexisme. Et j'observe quand même que depuis le 8 septembre que nous avons lancé ce plan, des tas de choses se passent sans moi. Très bien. Je suis absolument pour que la société bouge et vive indépendamment de ma propre impulsion. Et il n'y a pas une semaine sans qu'on dénonce dans un milieu ou dans un autre, sur un biais ou sous un autre, parce que le sexisme, c'est un ensemble de comportements extrêmement systémiques. Il est très difficile de s'attaquer à un segment du sexisme. Tout se joue depuis la plus petite enfance et tout au long de la vie. Et le sexisme, c'est à la fois les violences sexuelles, les violences faites aux femmes, c'est à la fois les stéréotypes dès l'école, les comportements des uns et des autres, les inégalités salariales, les classifications des métiers qui font que les métiers les moins bien rémunérés sont toujours les métiers féminins. C'est tout cela qui fait l'ensemble des inégalités femmes-hommes, et on ne peut pas les découper en segments, il faut les prendre dans leur dimension systémique. Donc il y a de quoi chaque jour parler des inégalités entre les femmes et les hommes. Ce plan, eh bien, il se déploie avec des événements comme celui-ci ce matin, qui sont, on a proposé de labelliser tout ce qui se passe sur les territoires et dans les différents milieux dans le cadre du plan du sexisme pas notre genre, et qui permet de montrer et faire parler. L'idée, c'est de faire du bruit avec le sexisme en faisant le pari que notre société peut tout à la fois progresser par elle-même, et aussi un pari peut-être moins risqué, que les femmes, en prenant conscience de leur solidarité, des réseaux qu'elles peuvent créer, de leur force collective, peuvent, elles, être les moteurs de cette évolution. Donc ce plan, il a aussi pour vocation de donner aux femmes la visibilité et la force de faire reculer le sexisme au quotidien dans les relations interpersonnelles qui sont marquées par la misogynie, le machisme et le sexisme, mais aussi de manière plus globale en imposant des réseaux. Un mot enfin sur la question des réseaux, je compterai là-dessus. On me dit parfois, mais des réseaux de femmes, c'est ce que vous aviez aussi dans les mails, des réseaux de femmes, mais c'est régressif, l'égalité c'est pas les quotas, l'égalité c'est pas les réseaux, c'est la mixité. Les hommes travaillent en réseau depuis des siècles. Ils ne les identifient pas comme réseaux d'hommes, mais c'est tout simplement les réseaux. Et les réseaux sont masculins quasiment par nature depuis le début des réseaux. Et donc s'organiser en réseau de femmes, c'est l'étape indispensable pour qu'à un moment donné, les réseaux soient mixtes. Et c'est une élue qui a bénéficié de la parité en politique qui vous le dit. On m'a souvent dit, mais on n'a pas marre d'être élu de la parité, quand même, c'est pas un peu dégradant?